drogue. Bonjour, avez-vous survécu à la journée satanique d'hier, ma belle Geneviève? Oh, tout le monde a survécu. Oui. Mais t'as vu, hein, CNN a fait des reportages là-dessus, on était pas mal dans le mille. Oui. Ben oui, il y avait toute une grande série de reportages à Anderson Cooper qui était remplacé par un collègue, le beau Anderson Cooper. Oui, tu sais que Benoît Dutrissac prétend devenir le futur Anderson Cooper de TQS à 10h dès septembre prochain. Vous aurez l'occasion de voir ça. On va voir si Benoît va s'en aller dans le vent ou si le parapluie va partir dans la pluie. Mais est-ce que tu connais l'histoire d'Anderson Cooper? Non. Qu'il est l'héritier de Gloria Vanderbilt, qui est une riche, riche américaine. Il est albinos, lui? Non, c'est un homme formidable. Écoute, lui, il aurait pu ne pas travailler de sa vie. C'est un millionnaire. Anderson Cooper? De famille, de l'argent de famille. Un peu fendant, par exemple. Non, pas fendant. C'est un gars qui s'est battu, malgré toute la richesse de sa famille, pour être reporter. Et je trouve que sa façon assez human de faire... Moi, je suis une fan d'Anderson. Et nous sommes plusieurs femmes. Des fans d'Anderson. Son regard bleu magnifique, sa tête, sa façon de parler est magnifique. Puis moi? Oh, toi, tu sais, t'as une liste là, de fans. Moi, chaque matin. Des bijoux cachés. Ben, j'espère que tu vas garder cachés. Hein? Bon. Bon, alors, sur ces mots d'une féministe enragée, on va commencer notre revue de presse. Elle veut maintenant me donner un camouflet ce matin concernant Huntington. Encore une plainte au conseil de presse. Bon, tu vas pas remettre en doute la crédibilité de Michel Auger, là, quand même, Stéphane? En tout cas, il devrait revoir son cours de géographie, M. Auger. Ça swing à Huntington, M. le maire, dans les centres de désintox. Écoute, c'est assez fascinant. Tu sais, le gros complot là, de la semaine dernière, là, où ils ont pris la gang de l'Ouest avec la chiche, ça originait d'un centre de traitement pour droguer, en fait, pour traiter les drogués qui recevaient des riches Américains. Ça, vraiment, pour moi, c'est la nature humaine à son meilleur, c'est-à-dire à son pire. La bonne femme qui était à la tête de ce centre-là est supposée de soigner des personnes qui ont des problèmes de drogue et d'alcool. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de s'enrichir davantage en allant s'acoquiner avec son beau-frère, je sais pas qui, des gens de sa famille. Mais elle dirige une fondation. Elle dirige une fondation, puis elle est prise dans une affaire de drogue. Faut-tu être avide et au sens le plus bas de l'être humain? Mais c'est comme ça partout dans la société. Les deux mains dans l'assiette au beurre. On a de l'argent pour soigner les drogués, puis en même temps, on fait de l'argent en organisant des magouilles de drogue. Ça me sidère. Et c'est à Huntington, dans votre beau village. Attention, c'est ce que je veux préciser. Mesdames et messieurs, Michel Auger pourrait refaire son cours de géographie. Ce n'est pas Huntington, c'est dans le canton de Godmanchester, à environ 1 kilomètre à la sortie de la ville. Voilà, c'est 1 kilomètre à la sortie de la ville, mais c'est dans la ville de Huntington. Non, c'est pas dans la ville. La ville d'Huntington, c'est 2 km², mais les cantons environnants, c'est pas Huntington, bien que tout le monde se réclame d'Huntington depuis que je suis le maire. Mais bien sûr, et on les comprend. Oui, mais le maire de Godmanchester, c'est Pierre Poirier, ce n'est pas moi. Godmanchester, ça s'appelle en plus. Oui, God, ça t'excite, God, le mot God? Je pensais à Dieu, moi, voyons. Bon, alors, appel à la tolérance, on voit ça dans tous les journaux ce matin suite aux attentats terroristes ratés. Mais y a-tu un imbécile sur la planète pour croire que ce gang-là de pouilleux-là, qu'on a arrêté à Toronto, aurait pu faire sauter le Parlement, CBC, aller trancher la tête du premier ministre avec un sabre à la Chambre des communes? Moi, je pense que... C'est des fantasmes. Oui, puis je pense aussi que dans la mentalité de ces gens-là, dire qu'ils vont te trancher la tête, c'est comme nous autres dire on va te mettre une claque à la gueule. Oui. C'est à peu près le même degré de réalité. Sauf que ce que je trouve étonnant, ce qu'on lit dans le journal ce matin, c'est que là, on a les bons musulmans, et je suis très contente que les bons musulmans se présentent et parlent sur la place publique. On les a entendus dernièrement, là. C'est juste là qu'on les a entendus. Ça fait des mois qu'on leur réclame. Partout dans le monde, qu'on dit que les bons musulmans se lèvent, se manifestent et disent que ça n'a pas de bon sens. Et là, ils se lèvent tout d'un coup. Et là, ils sont encore des victimes. Là. C'est épouvantable. Là, ils vont être ostracisés. Non, mais t'es d'accord avec moi, Geneviève? La mosquée fréquentée par ces gens-là, les présumés terroristes, la mosquée a été vandalisée en fin de semaine dernière. Les vitres ont volé en éclats. Les gens sont intolérants. Les gens vont être terroristes parce que le gars a une barbe. Ben oui, mais là, exagère pas. Moi, j'en ai contre la mentalité de victime. C'est-à-dire que ces gens-là se posent toujours en victime. Tu penses pas que dans l'histoire, ils ont été victimes à quelque part? Ben, ça, c'est de l'Occident? Mais oui. De Bush, des chrétiens. Oui, mais on peut tout retourner. On peut retourner jusqu'à Mathusalem, là. On va se trouver des raisons d'être des victimes, plus victimes, moins victimes. Je trouve que c'est pas pertinent dans le débat actuel. Et même, j'ai entendu des femmes qui disent, on se fait des femmes voilées. Évidemment, je sais pas si tu les as vues quand ils ont comparu, là, toute la gang. Avec leurs lunettes Calvin Klein, mais le voile d'en face. Mais les femmes en arrière, complètement voilées. Et moi, je trouve que dans nos sociétés, en tant que femme et en tant que féministe,
Je trouve que c'est cette espèce de pseudo-consensus mou à la tolérance pour pas avoir l'air pas fin, là. Les femmes voilées, je pense qu'il y a une question à se poser dans nos sociétés laïques. Est-ce qu'on doit accepter des signes d'appartenance religieuse comme ça sur la place publique? Et moi, je dis non. Dans les endroits publics, dans les endroits publics, la loi sur la laïcité, comme en France. Pas de voile dans les écoles, c'est terminé. Et pas de voile à la caisse des supermarchés non plus. Moi, ça me Comment heurte. à la caisse? À chaque fois que je vois ça, une caissière avec un voile? Ben oui, il y en a plusieurs dans beaucoup de centres. Moi, ça me heurte comme femme de voir ça. Oui. Juste à y arracher. Ben oui, ben oui. Et on a peur parce qu'on a peur d'avoir l'air d'être à droite, on a peur d'avoir l'air d'être pas correct. Mais c'est une insulte aux droits de la femme, c'est une insulte à la liberté des femmes de voir toutes ces femmes voilées là. Moi, je m'excuse, c'est comme ça que je le prends. Et je pense pas être particulièrement intolérante et je pense pas que tous les barbus sont des terroristes, ni que tous les musulmans sont des terroristes. Je pense pas ça du tout. Voilà. Moi, il y a une recherchiste à la radio ce matin, je n'aimerais pas son nom pour pas lui faire du trouble, mais elle m'a dit, je me promenais dans une boutique. Il y avait une femme voilée complètement, mais elle était à la boutique La Vie en Rose. Ben oui. Quoi le rapport? Mais elle a le droit d'aller à la boutique La Vie en Rose, premièrement. Et deuxièmement, savais-tu que les musulmans, souvent, sont très précautionneux. Les hommes musulmans veulent que leurs femmes portent... Les femmes musulmanes ont souvent de très, très jolis sous-vêtements. Elles ont des épilations qui te jetteraient par terre. On n'a pas besoin de sarclage? Non, pas du tout. C'est des femmes... Les hommes aiment bien les femmes assez nubiles et assez pourvues de sous-vêtements friolants. Alors, il y a une hypocrisie là-dedans aussi. Là, mais ça... nubile, c'est proche de la jeunesse. Oui, c'est ce que je te dis. Essaie de dire ça en termes choisis pour pas te dire des cochonneries. Là. Ah, OK. Alors, bon, on en a assez parlé, puis à un moment donné, plus tard cette semaine ou la semaine prochaine, moi, je vais amener un débat très controversé. Est-ce que les malades mentaux ont le droit de se reproduire? Et moi, ma position, c'est non. Alors, Paul Rivard et les lesbiennes. Hein, je sais que vous salivez dans votre salon. Qu'est-ce que ça peut bien vous dire? Il y a juste toi qui salive. Paul Rivard et les lesbiennes. Hein? Ben, qui est Paul Rivard? C'est le juge. Ah, je pensais que c'était notre Paul Rivard de TQS. Franchement, avance, vas-y. Oui, Paul Rivard, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario, a rendu un jugement très important qui va avoir un effet à l'ensemble du pays. Je vais vous résumer ça en 2 temps, 3 mouvements. 2 femmes désirent avoir un enfant. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça prend du sperme. Donc, on a fait appel à une banque de sperme, un donateur anonyme, et la femme est tombée enceinte. L'enfant est venu au monde, mais la mère biologique est mariée avec une autre femme. Et cette conjointe-là se dit, mais je veux être aussi sur le certificat de naissance. Donc, on arrive au registrariat de l'Ontario, 2 mères, le gouvernement dit, ça se peut pas. On s'en va en cours, le juge dit, c'est de la discrimination. Un enfant a le droit d'avoir 2 mères. Pourquoi? Parce que la mère biologique est atteinte du cancer et la conjointe de la mère biologique veut quand même préserver ses droits. Qu'est-ce qui n'est pas correct là-dedans? Ben moi, j'ai un problème, parce que le droit ne peut pas se substituer à un état de fait naturel. Moi, j'aurais suggéré à la place du juge, ben madame, adoptez l'enfant. Et là, vous deviendrez mère au même titre que l'autre. Mais tu peux pas avoir 2 mères qui donnent naissance à un enfant. Ça mais se peut à partir du moment où on accepte le mariage gay, où on se dit que c'est correct, où c'est légalisé, ça ouvre la porte à des choses comme ça. Et ça, c'est tout de suite logique. Le droit ne peut pas changer la nature. Tu comprends? Adoptons, ça, c'est correct. L'adoption gay, là, c'est que les deux l'adoptent et ils deviennent le père en double. Mais en même temps, la notion de maternité et de paternité, qu'est-ce que c'est? C'est un grand débat philosophique. Mais tu sais que la mère, elle a un avantage sur l'homme. Quoi? Parce qu'elle est certaine d'être la mère. Bon... N'est-ce pas? C'est tout à fait pertinent. C'est vrai. Alors, Chuck Guité, et mieux vaut 2 mères aimantes qu'une mère et un père foqué ou un père foqué. Oui, on sait ce que ça donne. Alors, Chuck Guité, qu'est-ce que tu as à dire? Ben, Chuck Guité, en fait, c'est Chucky et ses amis. Oui. On lit partout dans les journaux l'image de Chuck Guité, the poor lonesome cowboy, qui est toujours tout seul, cet homme-là, en cours, avec son chapeau de cowboy, puis on sent une rigidité, puis une dureté, puis une forme de dignité, entre guillemets, entre gros guillemets, et les jurés ont été... C'est John Wayne du Parti libéral. Et les jurés ont été sous le charme, parce qu'il y en a qui ont éclaté en sanglots, ben oui, et on dit, pauvre Chucky. Mais moi, ce que j'attends, et ce que tout le monde attend, en fait, c'est les autres, non, les autres. Écoute, comment Corriveau. C'est ça, mon ami Corriveau. Tu sais, je te parlais lundi des hommes d'un certain âge autoritaire. Je trouve que Corriveau est l'exemple de l'homme d'un certain âge autoritaire. Je sais pas si tu l'avais avec les médias. Oui, le petit macho fini, il donnait des coups, toi, aux intervieweurs, aux journalistes, puis il était sûr de son affaire. L'ami Daline, qui jouait du piano comme toi, d'ailleurs. Alors, on attend la suite. L'ami Daline. C'était l'ami Daline Chrétien. Ben oui, il jouait du piano. Un ami du couple. Il vient de Shawinigan, dans ce coin-là. Puis ensuite, il y en aura d'autres, peut-être Jean Chrétien. Moi, j'ai bien hâte de voir c'est qui les autres. Et quand on pense à ça, on voit ça de manière désincarnée. Tant de millions, ils ont dépensé ci, ils ont dépensé ça. Moi, ce à quoi je pense souvent, d'un point de vue très terre-à-terre, peut-être très féminin, c'est
cet argent-là, à quoi ça servait à M. Brault, à toute cette belle gang-là? Des gros lunchs au restaurant, des bateaux, des maisons. Mais tu sais que l'Henri Burger, pour les gens de Oui, Gatineau, le l'Henri restaurant. Burger a fermé ses portes depuis le scandale. Oui, Ben je sais. On n'y va plus. Et en C'est terminant, on a une belle photo à vous montrer de notre futur premier ministre, André Boisclair, qui participait en fin de semaine à la course à vélo à Montréal. On a bloqué les rues, oui, la feria, voyez-vous? feria quelconque. Voyez-vous Oui. comment est-ce que les journalistes sont vicieux, encore une fois, à aller montrer la dentition d'André Boisclair à ce point? Tu sais, quand je te disais la semaine dernière, quand je te disais lundi, un sourire carnassier, ben Oui. c'est ça, un sourire carnassier. Écoute, il faut que je vous lise un extrait. Je ne veux pas faire un peu de démagogie, mais André Boisclair a pris la décision, finalement, de se présenter aux élections. Et là, je retrouve la page. C'est très important. Vous savez qu'il y a une controverse. Et Nicole Léger quitte la vie politique. Elle était députée de Pointe-aux-Trembles. Et André Boisclair, à l'époque, avait dit, moi, je préférais une candidate Je savais que tu allais dans Pointe-aux-Trembles. Alors, j'ai une citation ici. Pour M. Boisclair, il avait ouvertement parlé de candidate. Donc, il a fait son choix. Il se présente dans Pointe-aux-Trembles. Tu sais qu'il va mixer, là, pour mixer, là, il va être DJ. Et Ben parmi, oui. ses groupes et ses chanteurs favoris, on a Dalida, évidemment. Mais pas juste ça. Mylène Farmer. Et je suis d'accord avec André Boisclair. Mylène Farmer, le top du top, Désenchanté, qui est la chanson d'une génération. Mylène Et là-dessus, Farmer, le petit filet de voix. Pas Oh de non, voix non, pantoute. non, Ça, puis Vanessa Paradis, c'est à peu près la même chose. Celle qui t'a fait pogner avec la dope à Dorval. Mais tu sais que Mylène Farmer, c'est une égérie des gays, mais c'était aussi une égérie des gens de ma C'est vrai génération. qu'elle est belle, Mylène Farmer, à l'époque, je suppose. Puis elle a fait des vidéos qui te feraient saliver. là. J'y ferais pas mal. Alors, le sujet du jour, Oui. dans un ordre plus sérieux et plus plate, j'espère qu'on va avoir au moins 2 appels, Oh, 15 minutes chaque. Stéphane. Doit-on préserver les églises au Québec? Est-ce que les fonds publics, doit-on payer pour ça? Vous savez, au cours des dernières années, le gouvernement Bouchard, à l'époque, avait mis un fonds, le fonds du patrimoine religieux, qui servait à restaurer nos églises qui tombaient en décrépitude. Pourquoi? Parce que les gens ne croient plus, les gens n'y vont plus à l'église. Donc, pourquoi l'État, les fonds publics devraient servir à ça? Et là, on en arrive avec un gros think tank, un comité coprésidé par Daniel Turp et Richard Brodeur, 2 backbenchers, qui ont décidé de soumettre un rapport à l'Assemblée nationale pour dire: prévoyons une procédure pour préserver nos églises, 1 an de délai, des avis publics, et quand on viendra vendre, l'État va décider à qui l'église sera vendue. Hey, chaussons avec ça. On a de la misère à soigner nos malades. On peut-tu s'occuper des affaires importantes? Tu vas pas nous ressortir encore le maudit argument, excuse-moi, l'argument des hôpitaux. Ben, C'est qu'on toujours ça, fasse des soignons nos condos. malades, soignons nos malades. Qu'on fasse des condos avec ces églises-là. Moi, je prenais plein de clubs échangistes qui cherchent des locaux à louer. Bon. C'est pas pertinent sur ton histoire de club échangiste. Il y a une affaire intéressante là-dedans, par exemple. Oh, ça m'intéresse tellement pas, les clubs échangistes, si tu savais. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, est-ce que, d'un côté, je suis d'accord avec toi, est-ce que l'État a encore à subventionner Non, les églises? jamais. Là, on a un problème. Mais l'autre affaire, c'est l'État a le droit, pas un droit, un devoir de sauvegarder le patrimoine culturel, le patrimoine architectural. C'est beau, les églises. C'est probablement fait partie des rares choses qui sont belles dans notre environnement. Et pourquoi des petits maires et roitelets de banlieue, comme je disais, et de villages vont, eux autres, décider de mettre les églises à terre ou de vendre ça à n'importe qui pour faire des cantines à patates? Voyons. Premièrement, le chapitre 4 de la loi sur les biens culturels donne le pouvoir aux municipalités de préserver, de zoner, de classifier ces églises-là. Sont-ils habilités à le faire? Oui, le chapitre 4 de la loi. Oui, mais c'est tellement vrai que moi, cet automne, là, je vais protéger mes 4 églises, le Manoir, Grove Hall, le Moulin Anderson, tout. Mais est-ce que tu as confiance en tous tes petits camarades, là, les maires environnants, pour faire ça? Est-ce que tu penses qu'ils ont la compétence et le souci esthétique de faire ça? Ben, j'espère. Ben, t'espères. On va espérer longtemps. Ben oui, mais de toute façon, là, ça change quoi une église? Qu'on fasse des condos, qu'on fasse autre chose avec, c'est un monument. On la défigure pas nécessairement. Il faut pas la défigurer, mais un condo, c'est pas grave. Un stand à patates, c'est grave. Un magasin, c'est grave. Un club échangiste, c'est grave, franchement. C'est des beaux lieux de culte. Faut pas tout dénaturer quand même, là. On verra ça. On s'entretient Oui. au retour de la pause avec Daniel Turp, le député dans le secteur du plateau Mont-Royal. Alors, la question aujourd'hui, c'est doit-on investir ou payer pour sauver nos églises? Appelez-nous tout de suite. Les lignes sont en folie. 790-0874, 1-877-790-3535 et sur Internet, www.tqs.ca. Merci. Alors,
bienvenue à l'émission. Donc, la question aujourd'hui, c'est doit-on investir pour préserver nos lieux de culte? Et on s'entretient immédiatement, Geneviève, avec mon ancien professeur de droit international public à la faculté de droit, Daniel Turp. Bonjour. Bonjour, mon ancien étudiant. Ça va bien? Ça mène à tout le droit, hein? Oui. Même à la radio. Oui, puis à la politique aussi. Et à la politique, bien sûr. Donc là, le rapport a été déposé, mais là, l'inquiétude, c'est est-ce qu'on va en arriver à un contrôle de l'État sur l'Église? Oh non, pas du tout, là. Vraiment, il faut pas que ça se produise, là. On a toujours cru à l'idée que l'État et l'Église doivent être séparés, mais on a aussi cru au Québec, là, qu'il fallait coopérer ensemble dans un État laïque, mais qui collabore avec les gens qui croient, qui ont des convictions religieuses. Alors ça, c'est notre laïcité collaboration au Québec, là. Mais de quelle manière les communautés religieuses vont être impliquées là-dedans, là? C'est quoi leur rôle? Pourquoi on leur met pas tout ça entre les mains? Ils sont riches d'abord? Probablement. Ils sont moins riches qu'ils l'étaient, puis il y a moins de paroissiens pour financer l'entretien des églises, qui sont quand même des monuments qui sont très chers à entretenir. Et l'idée, c'est que quand les églises n'auront plus les moyens de conserver leurs églises, c'est qu'il va bien falloir faire quelque chose pour assurer que ce beau patrimoine du Québec soit préservé. Alors, jusqu'à ce qu'il, bien sûr, il soit utilisé pour le culte, là, les églises ont encore des responsabilités importantes et doivent les assumer. Oui. Mais là, dans la procédure, parce qu'il y a un excellent reportage, premièrement, ça fait la première page du journal Le Devoir, et on explique la procédure que vous proposez. Donc, il y aurait une convocation d'assemblée publique, 90 jours. Ensuite, il y aura un avis de 12 mois. Et à la fin, c'est là où le bas blesse dans ma tête, c'est que l'État déciderait. L'offre finale serait acheminée à l'État. Toute offre d'achat serait amenée au gouvernement qui aurait 60 jours pour se réapproprier l'édifice aux mêmes conditions. Ça veut dire qu'on aurait une espèce de droit de premier refus? Comment ça fonctionne? Exactement, c'est ça, vous avez très bien compris. Là, il y a un droit de premier refus, mais ça ne veut pas dire que l'État devra nécessairement intervenir, puis acheter la propriété, puis ensuite en assurer de la préservation, parce qu'il se peut qu'il y ait des expériences comme celle de l'École nationale du cirque ici à Québec, où on s'entend, où les citoyens s'entendent pour que leur église soit recyclée de cette façon-là. Mais c'est quand il n'y aura pas de solution, puis qu'il y aura de belles églises qui n'auront pas de preneurs, donc on ne pourra pas transformer, que l'État ou les municipalités, ça s'applique aussi aux municipalités, pourront faire le choix d'assurer eux-mêmes la préservation de ce patrimoine. Quand on parle de municipalité, ça veut dire que ce sera les maires qui s'occuperont de ça? Les conseils de ville, c'est quoi? Oui, ou les municipalités régionales, là, qui ont une église à une grande valeur au niveau de la région plutôt que seulement de la ville. Ben, mettons, là, c'est ça. Prenons un cas pratique, Maître Turp. Il n'y a pas personne qui veut de cette église-là. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est nécessairement l'État qui va la récupérer ou si elle peut rester abandonnée puis la fabrique fera rien? Lorsque les citoyens auront pas réclamé que leur église soit préservée parce qu'elle n'a peut-être pas de valeur patrimoniale. C'est pas toutes les églises qui ont un grand intérêt patrimonial. Il se peut qu'effectivement on choisisse de la transformer en condo ou en faisant autre chose, là. Mais quand ce sera patrimonial, là, je pense qu'on se rendra bien compte que à la fois les citoyens, les municipalités et l'État auront probablement le soutien des gens là pour assurer que elle demeure un élément de notre patrimoine. Donc, votre but, au fond, le but ultime, idéalement, c'est d'en faire un édifice qui revient à la communauté, un édifice communautaire. Exactement. Là, quand ce sera plus un lieu de culte, l'idée, c'est que ça revienne à la communauté, soit transformé en bibliothèque, en salle de spectacle, même en école de cirque, comme ici à Québec. Et un particulier qui voudrait faire quelque chose avec ça, comment est-ce qu'il pourrait le faire? Un particulier qui voudrait, évidemment, en respectant le patrimoine et tout ça, qui voudrait, par exemple, avoir une maison de campagne ou transformer ça en maison, est-ce qu'il peut le faire? Oui, moi je pense que c'est pas exclu des usages possibles d'un lieu de culte. Si les citoyens, puis si des groupes ne veulent pas nécessairement que le lieu de culte soit utilisé à des fins communautaires, il faut pas exclure ça non plus. Et il y a une chose qu'on ajoute dans notre rapport, je sais pas si vous l'avez vu, c'est qu'on veut quand même que la ministre, dans les prochaines années, désigne des
éléments de ces beaux bâtiments religieux qui sont peut-être pas eux-mêmes là des trésors là, ça c'est des charges patrimoniales, c'est un beau vitrail, un bel orgue, ces éléments-là, même si c'est un propriétaire privé qui soit protégé pour l'avenir. Mais ça prend des experts pour faire la recension de ça. On dit que depuis 75, il n'y a pas de recension qui a été faite de tous ces objets, de tous ces éléments patrimoniaux. On a traîné la patte un peu. Donc, ça prend des experts pour le faire. On a fait un inventaire des lieux de culte avant 1975, mais pas après. Puis on n'a pas fait un inventaire des œuvres d'art, des vêtements sacerdotaux, de l'orfèvrerie. Il est grand temps que ça se fasse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Turp. Je vous en prie. Merci, M. Turp. Donc, Daniel Turp, qui est le député de Mercier dans le secteur du plateau Mont-Royal, vice-président de la Commission de la culture sur l'avenir du patrimoine religieux. C'est un homme magnanime. Oui. Oui, parce que tu l'as traité de backbencher, il n'en a pas fait état. Oui, mais je pense qu'il ne nous écoutait pas. Ah, OK. C'était avant l'appel. Alors, maintenant, on rouvre les lignes en folie. Monsieur Paquette de Montréal, qu'en pensez-vous? Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que M. Turp dit dans la condition que ces édifices-là vont servir à la communauté. Ça peut être transformé en centre pour personnes âgées, ça peut être transformé même en... Mais ça l'est déjà, un centre pour personnes âgées. Ça peut être transformé en musée aussi. Oui, tout à fait. Oui, puis... C'est un musée aussi. C'est très beau. Une chose qu'il ne faudrait pas oublier, je ne veux pas être alarmiste, mais si on fait disparaître nos églises, on va se ramasser avec des mosquées. Yes! Enfin, des vrais gens. Non. Alors, je trouve ça un drôle d'argument, ça, monsieur. C'est un drôle d'argument, ça, monsieur. Ben, madame, ils sont en train d'envahir le monde, ces gens-là. Souvenez-vous de Sainte-Sophie à Istanbul qui a été transformée en mosquée. Non, mais c'est vrai que ça serait bien de transformer ça en mosquée. Pourquoi pas on recycle ça? Ben oui, mais quoi? Ils ont le droit de croire, ces gens-là? Ben oui, mais c'est un argument fallacieux, là. De dire si on n'a pas d'église, on va avoir des mosquées. Ben certain, parce que les musulmans qui arrivent ici ont gardé leur foi. Pourquoi pas? Moi, je serais pour ça. Moi, qu'on transforme ça en mosquée. L'église Saint-Édouard, là, sur Saint-Denis, en mosquée. Merci beaucoup, M. Paquette. Il est parti. Oh, bien, mais il y avait quelque chose d'intéressant aussi qu'on oublie tout le temps. C'est l'argument esthétique. C'est comme si ici, au Québec, on est absolument... les Européens, par exemple, sont très sensibles à ça. C'est beau, une église. C'est important d'être entouré de choses qui sont belles. On n'arrête pas de dire Montréal, la ville du design. Puis quand l'importance du beau dans nos vies, dans des vies difficiles comme celle qu'on mène, le beau a un prix. Le beau est important. Mais la grande bibliothèque de Lise Bissonnette, elle est magnifique. Elle est magnifique, sa bibliothèque. Elle est moderne. Ah oui, tu trouves ça beau? Oui, je trouve ça beau. 30% des mamelles de verre sont en train de casser. Ça, peux-tu dire des affaires de ça, c'est des arguments. Bon, alors, on se laisse pour la pause. On va aller fumer ça en attendant et on vous souhaite un bon déjeuner. Merci beaucoup. Doit-on investir des fonds publics dans la préservation de nos églises? Pour empêcher les musulmans de nous envahir. Ah là, Geneviève, arrête pas de me parler de club échangé, ça se peut-tu? Alors ici, 2 courriels. Premièrement, Hubert Vincent. Les églises sont tellement peu utilisées, mais je crois pour certaines belles églises, on pourrait peut-être les préserver. Il fait référence dans son courriel. Vous vous souvenez, quand on se promène sur Sainte-Catherine, dans le secteur ouest, là, près de la place des Arts, l'église Saint-James, on a éliminé l'espèce de centre d'achat dégueulasse. C'est l'Union City Councilors. C'est magnifique. Quelle belle église, on l'a restaurée, mais écoutez, est-ce que des fonds publics doivent servir à ça? Moi, ça me gêne un peu. Moi, j'ai un courriel assez drôle de Régent Bolduc qui dit, il dit que ça revient à la communauté de voir à la survie de l'Église. Il dit, c'est bizarre que normalement, il n'y a pas un chat qui va là. Et quand il parle de fermer une église, elle se remplit pour fêter l'événement. Les curés ont juste à sortir leur pancarte dans la rue et réclamer plus de ristournes à l'Auto-Québec pour les bingos. Moi, de toute façon, je ne vais plus là. La fumée secondaire de l'encens m'indispose. Bonne journée à vous deux. C'est vrai, la CSST t'avait d'émettre un évis sur l'encens. Ça va être éliminé des funérailles. Puis l'eau bénite Sortez aussi. dehors avec votre encens. L'eau bénite, je devrais. Sortez votre goupillon. Alors, un appel maintenant. Marilyn de Montréal. Bonjour, Marilyn. Bonjour. Qu'en pensez-vous? Bonjour. J'en pense qu'on devrait les garder parce qu'il paraît, d'après des experts, que c'est érigé sur des lieux énergétiques. Arrêtez donc. Oh boy. Fait que, non, mais dans le sens qu'on devrait les utiliser aussi. Sur des lieux énergétiques. Donc, c'est pas des terrains contaminés, là.
Ben ça, je le sais pas, mais je sais que les lieux où ils ont construit, les architectes ont mesuré le taux énergétique. Avec le petit pendule, là, puis comme le professeur Tournesol. Et que dites-vous de l'énergie des bons curés, des bons pères Ouais, des abus sexuels qui ont dans abusé ces églises, des enfants dans les églises, de toutes les choses malheureuses qui ont pu se passer là? Qu'est-ce que vous pensez de cette Je pense pas que énergie-là? ça s'est passé plutôt au presbytère. Ouais. Mais ça fait partie là, dans le Du patrimoine. complexe immobilier. Mais moi, je ne mettrais pas tous les prêtres dans le même bateau parce que je sais qu'il y en a on qui peut en sont mettre pas une petite gang corrects. quand là. Il y a bien des Mais il y a soutanes des tachées. animateurs qui sont pas corrects aussi, puis il y a des animateurs Oui. qui sont corrects. C'est vrai. Mais moi, je ne mettrais pas tout le monde dans le même bateau. C'est vrai. Mais c'est pas juste pour les utiliser dans le sens qu'on doit faire des messes C'est- là-dedans. Moi, je me suis souvent vu faire peut-être des grosses fêtes, là, tu sais, comme la Saint-Jean-Baptiste, n'importe quoi, fêter à ces endroits-là, C'est pas faire des bête. barbecues. Je sais Des lieux de pas. rassemblement. C'est Ben vrai, un petit oui. barbecue dans l'église Notre-Dame, ça serait bien. Ben, je parle à l'extérieur, mais Oui. on reçoit les gens. Un puis on tailgate party. discute. Parce que ça appartient en quelque sorte à la communauté. Alors pourquoi pas en faire un lieu de Ben, à réjouissance? une certaine communauté. Oui, un lieu de réjouissance au lieu d'un lieu. Oui, mais regarde chez nous. Je te donne l'exemple. Là. Merci beaucoup, Oui. Marilyn, pour votre opinion. Excusez-moi, Oui. je voudrais juste savoir Oui. pourquoi qu'en France, sont capables de conserver leurs monuments et pas nous. Voulez-vous que je Parce dise qu'ils ont des pourquoi? vrais monuments en France. Non, aussi. Mais voulez-vous que je dise pourquoi? Parce que ils respectent le beau. C'est encore le souci de Ouais. l'esthétique qui est partout dans leur Il y a une vraie civilisation culture. et dans leur tradition. Nous autres, on est des barbares pour ça. Ouais. Mais de toute façon, merci, Marilyn. Merci. Les églises en France, c'est des églises. Ici, c'est des chapelles. Oui, on s'entend, parle de là. cathédrale de Chartres. C'est Oui. magnifique. Mais regarde Ça, chez nous, je te donne un exemple. Mais on a 4 églises. Admettons, Oui. là, toutes nos églises chez nous sont vides sans exception. Les Mm. cathos, les protestants, les presbytériens, les anglicans, tout ce que vous voulez. Dans 15 ans, les églises vont être complètement vides. Vides. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Comme municipalité, je récupère tout ça. 4 églises vides. Mm. Qu'est-ce qu'on fait avec? On peut pas faire des tailgate parties à chaque église, là. On va dire, on va avoir une rotation, quoi. Non, mais si tu as des architectes et des gens et des promoteurs C'est un intéressants patrimoine fabuleux, tu sais, c'est tout britannique. qui peuvent faire des appartements ou des maisons ou des condos fabuleux. Mais tu vois, ça me ferait de la une peine. Oui, bibliothèque, bibliothèque, à la limite, peut-être pas une école, mais une garderie ou un lieu pour garder. Ou un centre d'art, Ou une maison de la culture. Une maison de la culture, ça serait Ouais, ça serait formidable. bien. Ouais, Alors, on va tout à fait. Robert de Montréal. Bonjour, Robert. Bonjour, Oui, Robert. bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On démolit tout ça. On démolit, On on rase le démolit. building. Ah non, ah non. Il n'y a plus de personnes qui vont dans les églises. C'est vrai. Ok, Ben, il pour en des reste un choses. peu, là. C'est des Même les CHSLD. personnes âgées, ils ont de misère à se déplacer pour bien des choses. Oui. OK? C'est vrai, l'humidité, ça fait Nos mal. jeunes qui font le premier camion sont forcés d'aller à l'église maintenant. La confirmation, c'est la même affaire. T'es 3 ans maintenant à l'église pour faire ta première camion et ta confirmation. Donc, ils tannent, les jeunes. Les jeunes, moi, j'en ai un de 2e année, là. Oui. Il veut même plus aller à l'église. Mais quand vous dites qu'il est forcé de faire sa première communion, dans quel sens? C'est que l'église, maintenant, si tu veux faire ta première communion, il faut que tu te présentes à l'église 1 an de temps. Remarquez que c'est pas Mais c'était bête, comme là. ça dans notre C'est pas temps bête, aussi. hein. Aller faire la communion, faire la parade, là, puis le petit habit, puis la petite boucle. là. Là, maintenant, ils Ça font le s'appelle un catéchisme rituel. à Ça s'appelle un l'école. rituel, monsieur. OK? Ils Ouais. font le catéchisme à l'église. Ils Oui. le font plus dans les écoles maintenant. Oui. Mais un c'est bon que, cas. avec le rythme de vie qu'on vit aujourd'hui, là, On n'a pas le temps d'aller à la messe. c'est l'enfer, là. Combiner la vie à la maison et l'église et les sports et l'école. Mais monsieur, ça dépend de vos valeurs. Si pour vous, c'est des valeurs qui n'ont pas de sens, les valeurs Ben, c'est catholiques... ça que Robert dit, donc rasons les églises. Non, pour L'État lui, n'a pas à se pour lui, mêler ça de n'a ça. pas de sens, mais pour certaines personnes, ça a un sens. Oui, mais ils vont Alors, pas. Même ceux pour qui ça a un Non, sens, mais ils vont Stéphane, pas. on ne peut pas être des barbares. Tu parles des églises françaises. Les barbares, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils détruisent tout ce qui est historique. C'est une mentalité de barbare. Comme On les est- talibans avec les statues de Bouddha. Oui, et des statues de Puis Bouddha. on Et fait- aussi, chaque fois qu'il y a des régimes sectaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent les livres, ils détruisent oui. les monuments. Ça, c'est des mentalités de barbares, Oui, ça. mais Robert, allez-y donc. Ils se plaignent, on se plaint ici au Québec qu'on est dans le 17 à pu finir. Savez-vous combien ça coûte une église? Moi, j'ai pas le prix, là, à faire vivre, là. Non. Le gazon, Le chauffage. Le chauffage coûte une fortune, les assurances. l'entretien, la restauration de Oui. cet immeuble-là, là, Oui. c'est l'enfer. Là. Même dans le gouvernement, on devrait faire le nettoyage comme ça. Là. On devrait en faire un sérieusement. Oui, je- Non, Vous en monsieur, compte- lui, il est pour tout brûler, là. Les églises, Non, le non, 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 mais Comment que brûler les fonds publics servent à ça, je le comprends un peu. Moi, ça me met un peu mal à l'aise. Moi, C'est- j'ai Ça me pas- gêne. j'ai C'est aucune qu'on se difficulté. plaint qu'on n'a plus d'argent, puis on veut faire vivre des endroits qui vivent plus. Ouais. Alors, c'est sûr. Tu sais, de ce côté-là, faut faire des choix dans la vie à un moment donné. Exactement. Ben, merci, Robert. Merci. Alors, on Ouais. passe à Daniel de Vaudreuil. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ben moi, je dis non à votre question ce matin. De laisser
le gouvernement investir dans des églises, c'est de cautionner un dogme qui, je pense, prône l'intolérance face aux gays. C'est d'ériger un monument face à un dogme qui donne pas de la place aux femmes dans la soumission religion, de la femme, etc. Qu'on en fasse des centres communautaires, que des promoteurs privés les prennent et en fasse d'autres choses, j'ai rien contre ça. Mais c'est ça. Mais demandez aux enfants de Duplessis s'ils sont d'accord que le gouvernement investisse là-dedans. Je suis pas sûr qu'ils vont vous répondre. Monsieur Gendron, oui, allez-y donc. Je suis en train même de m'organiser pour me faire excommunier de l'Église, justement parce que je veux que mon nom soit plus là-dedans. Je veux plus faire partie des statistiques qui croient à une religion comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est votre droit, ça, le certificat d'apostasie. Non, mais ça, vous en avez déjà parlé, puis tout ça. Puis je voulais, pour le faire, tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer une lettre au Monseigneur de notre secteur, d'expliquer pourquoi, puis bon, après ça, de faire les démarches nécessaires. Puis ça vaut la peine. Oui, le certificat est mis dans les registres. Mais quand vous parliez là, de l'époque des enfants des Duplessis, moi, je veux pas faire de magouille ce matin, mais un des fers de lance de notre député, nous, localement, c'est qu'il prend l'argent de l'asphaltage pour le ministère des Transports et il l'investit dans les églises, comme des systèmes de cloches, rénover des fenêtres et tout ça. Tu sais, à un moment donné, non, mais il y a eu des grosses controverses, le canton d'Hemingford, Sainte-Clotilde, il y a eu des cas comme ça. On se dit, comment ça se fait que nos routes sont pleines de trous après? Et voilà, je pense que l'argent du gouvernement pourrait être très bien utilisé à d'autres fins bien plus importants. Tu sais, l'Angélus, que les cloches sonnent automatiquement à midi, là, avec l'aide du député, on s'en fiche. L'argent du gouvernement, c'est pas pour préserver des églises comme lieu de culte. C'est pour les préserver, pour qu'elles soient, justement, qu'elles reviennent à la communauté, puis qu'on en fasse d'autres choses que de lieu de culte. Regardez, on a voulu faire un aéroport à Mirabel, puis 35 ans plus tard, on est obligé de revendre les terres, on a exproprié des gens. Que le gouvernement s'investisse tout le temps dans des projets privés comme ça, ou des choses privées, puis qu'à plus tard, on paye le prix. Pour vous disiez tantôt qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans, dans 15 ans avec 4 églises. Ben c'est ça. Pourquoi investir dans quelque chose au niveau gouvernemental quand le privé peut s'en occuper puis faire des belles choses? On peut peut-être mettre des conditions. C'est exactement ce que je pense. Encadrer la production. Encadrer, oui, tout à fait. Parce que nos infrastructures municipales tombent à terre, puis c'est la priorité. C'est bien de valeur à dire, mais la priorité, c'est le sous-sol, c'est l'égout puis l'aqueduc. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Mon Dieu, qu'on est terre à terre. C'est le temps d'aller à la pause. Oui, très terre à terre. Élève-toi vers le beau un peu. Vers le beau et le bien. Oui. Alors, doit-on investir des fonds publics pour préserver nos lieux de culte après la pause? Bienvenue à l'émission L'Avocat et la vampire. Non, la diablesse, la diablesse, oui. Tu te définis pas comme une vamp avec tes beaux gants noirs? Non, pas vraiment, non. Alors, on continue nos appels. Stéphanie de Sherbrooke, qu'en pensez-vous, Stéphanie? Est-ce qu'on doit investir des fonds publics? Eh bien, moi, je vous appelle aujourd'hui, ce matin, pour vous donner un clin d'œil positif par rapport, aux entrepreneurs de la région de Sherbrooke qui ont reconverti des églises, dont une en salle de spectacle. Oui, c'est bon, ça. Le vieux clocher de Sherbrooke. Oui, c'est vrai. Et de Magog. Et de Magog, oui. Et nous avons aussi l'église Sainte-Thérèse d'Avila qui a été transformée en centre d'art et en local d'artistes pour les jeunes artistes de Sherbrooke. Et il y a aussi un petit bistrot à l'entrée de l'église. Formidable. Mais ça, là, ce que vous avez fait à Sherbrooke, ça me rappelle Waterloo. Il y a une des églises de Waterloo où il y avait des anglophones, plusieurs petites églises. Il y en a une maintenant, c'est une maison de la culture. Oui. Je connais bien Waterloo. Oui, je sais en arrière, en arrière de la rue principale. C'est ça, exactement. Puis une autre église peut être une salle de spectacle, une bibliothèque municipale. Mais à un moment donné, tu as fait le plein, là. Tu sais, on peut pas tout sauver. Mais ça, c'est des idées intéressantes. On sauve ce qui est beau. Puis le comité sert juste à ça, à déterminer ce qui est beau. Ouais. Le reste, mais on reçoit beaucoup de courriels aussi de gens qui nous disent la religion, les catholiques sont tellement riches, le Vatican est tellement riche. Ouais, pourquoi demander à l'État? Ça, j'avoue que je suis un peu, on peut pas être en désaccord avec ça. Mais le vieux clocher que vous parlez à Sherbrooke et Magog, est-ce qu'on investit des fonds publics de la municipalité ou si c'était une souscription privée? Vous parliez d'entrepreneurs tout à l'heure. Oui, c'est des entrepreneurs qui ont acheté de l'argent privé. Oui. Ben ça a de l'allure. Ben oui, ça a de l'allure. Ben c'est bon, merci beaucoup. On est bien contents. Ben merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup. J'ai un courriel ici qui dit la religion a assez soumis le peuple de toutes les façons possibles et inimaginables, alors rien ni personne ne devrait préserver les églises. On calique tout ça à terre et on passe à autre chose. Mais c'est barbare. Mais je comprends la révolte des gens. Je comprends tout à fait. Puis en plus, les églises ont été construites souvent avec l'argent des plus pauvres. C'est les plus pauvres qui donnaient aux quêtes. Puis les églises. Ça, je comprends tout à fait. Mais le réflexe de tout mettre
prestataires, là, ça n'a aucun sens. Mais il faut faire confiance au privé. Moi, ça m'étonne que oui, le gouvernement Charest embarque là-dedans. Lui est partisan des PPP, pas mal proche de la porte. Qui demande à ses petits amis de Harford là, de s'investir là-dedans, ça serait formidable. André L'Espérance, c'est un tellement bon gestionnaire. Il est capable de gérer une quête le dimanche. Il n'y a pas M. Boulay aussi qui est là-dedans? Oui, M. Boulay des commandites. On attend son retour. Voilà. Alors, Jacques de Blainville, bonjour. Allô? Bonjour, ça va bien? Bonjour. Je crois qu'il est grand temps que le Vatican nous retourne l'ascenseur. Oui, parce que les Québécois, on a été bien, on a payé. Oui. Hein? Ben là, on a Jérémy, là. Ça me fait penser à ceux qui empruntaient anciennement Household Finance. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Endettez-vous puis payez la dette en maudit puis en gardant une bonne partie. Oui, ça, c'est comme Avco qui charge 22 d'intérêt sur leur carte. Et puis, je peux vous dire que mon ancienne paroisse, Saint-Jean-de-la-Croix, entre Saint-Zotique et Saint-Laurent, on en a fait des condos, puis c'est quasiment un sacrilège d'avoir fait ça. Attendez une minute. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est pas beau? Écoutez, là. Quand on est baptisé dans une église, on fait notre mariage là, ainsi de suite. Ça nous fait quelque chose de voir disparaître ça et être converti en condo. Pourquoi? Pourquoi? Ben, faites-en un lieu pour de spectacle ou quelque chose de même. Ou faites-en une résidence pour personnes âgées. Mais qu'est-ce que c'est ta morale de faire des condos? Je comprends pas votre argument, là. Mais on prend pas des églises pour faire des condos. C'est comme ça, là, vous, c'est... Mais un CHSLD, là, vous seriez plus... Ah, peut-être. Ouais. Oui. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Ben oui, en ce qui concerne l'islam et les musulmans, on devrait peut-être adopter la politique de la Hollande. Qui est? Qui en ont déporté 25 000 parce qu'ils ne voulaient pas s'intégrer. Oui, mais ça, là, regardez bien, on va en faire un débat à un moment donné. Mais l'intégration, ça prend 3 générations avant que ça se fasse. 3 générations, il est parti. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ça prend 3 générations. Moi, j'ai vu ça. Les Franco-Américains aux États-Unis, ça a pris 3 fois avant qu'ils s'intègrent. On ne peut pas déporter du monde de même. Mais les Franco-Américains, on peut dire, étaient quand même moins vindicatifs et moins fervents et moins que beaucoup de musulmans. Que beaucoup, pas tous. Mais moi, je les aime, les musulmans. Je les adore. C'est des gens polis, propres, qui respectent leur culture. Propres, ils sont propres à leur affaire. C'est-tu pas formidable, moi, j'enseignais à des musulmans pendant des années, puis c'était les élèves les plus brillants, les plus à leur affaire, comparés aux Québécois. Mais moi, j'ai rien contre les musulmans. Moi, j'en ai contre les extrémistes. J'en ai contre J'en ai contre ceux qui bafouent les droits des femmes, qui bafouent les droits des enfants. Comment il y a d'hommes qui battent leurs femmes au Québec à tous les jours? Mais oui, mais si tu parles d'un argument. Alors, on continue, on dérape ici. Bonjour, Sylvain, comment ça va? Ça va bien, vous autres. Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? Moi, je pense qu'on devrait préserver ça, garder ça à l'œil et à la vue, espérant pouvoir re-remplir en intéressant les jeunes à la religion quelque part. Ah oui? Parce que je trouve que les gens, la spiritualité, puis les gens ont comme tendance à oublier d'où ce qu'on vient. Et puis, dans d'autres pays, on les respecte. Puis, ils s'affichent dans notre pays, ces gens-là, qu'on parle des musulmans, puis tout ça, on les respecte. On n'est pas à la même époque. Là. On n'est pas à la même époque. Moi, je vois pas le jour où les églises vont se remplir au Québec. Là. Non, mais c'est pas parce qu'on voit pas se remplir ça au Québec qu'on doit arrêter de le faire. Mais sur le plan intellectuel, là, vous pensez que les gens, là, en 2006, vont se remettre à croire à des niaiseries comme ça? Les gens croient... Je suis pas sûr que ça soit des niaiseries. Pourquoi? Peut-être pas pour vous. Là, oui, je suis pas sûr que ça soit des niaiseries parce que on regarde alentour là, ce qui se passe dans le monde, là, toutes les mini-fins du monde qu'il y a tout partout. Là. Mais ça explose d'un bord, ça explose de l'autre. Moi, je pense que on devrait continuer à montrer aux gens que c'est possible à quelque part. Que la femme est inférieure, que la femme peut pas être prête, tout simplement parce qu'elle a une paire de seins et un vagin. Non, pas rapport. Pas rapport. Là, je parais comme si tu me penserais le dinosaure, là. Non, je vous dis pas vous. L'homme des cavernes. Non, je vous dis pas vous, mais c'est ce que l'Église envoie. Mais je pense qu'il faut faire message. attention, Stéphane, quand on dit que les gens sont pas intéressés. Les gens rempliront pas les églises d'une manière fervente, ça m'étonnerait que ça arrive. Mais en même temps, les gens ont une soif partout de spiritualité. Plus la vie est dure, comme elle est en ce moment, les gens cherchent. Les gens font du magasinage spirituel. Puis ils ont bien raison, parce que la dimension spirituelle, c'est une dimension essentielle de l'humain. Un humain qui n'a pas de dimension spirituelle, c'est pas un humain. Ben, comme disait Sylvain, on sait même plus d'où on vient et où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est aussi la recherche de quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Mais sais-tu où la réponse? Ça serait que tout le monde s'entraide. De façon à arrêter de détruire tout alentour de nous autres. Moi, je pense que tu vois une église. Moi, quand je passe en avant d'une église, je dis comme le monsieur, je me suis fait baptiser dans une église, je me suis marié dans une église. Je suis divorcé pour moi, quand je vois ça, ça me semble normal de dire que ça réunit les gens.
Oui, dans un sens. Ça les a beaucoup divisés aussi, là. Il faut faire attention avec les religions, là. Ouais. Avec les cochonneries qui sont arrivées. Oui. Mais des cochonneries, il y en a eu dans bien d'autres sortes de choses. On regarde des gens, ça se promène en habit en cravate. C'est des criminels. Puis, ils sont des criminels, mais dans le fond, ils regardent, puis non, c'est correct, ce monde-là. Merci, Sylvain. Merci. Au revoir. Bon. C'est le temps du grand rendez-vous avec la ville de la mairesse Boucher, la future première ministre du Québec. Dave Leclerc, comment ça va? La future première ministre du Québec? Non, la papesse Boucher. La papesse Boucher. Oui, ça irait bien. Là, ça en va en mission. Ça nous écoute. Oui, mais ça ne tente pas bien. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça quitter Québec. Elle n'aime pas beaucoup les voyages à l'étranger. Elle a souvent critiqué l'ancien maire Jean-Paul Lallier d'avoir trop voyagé, donc elle n'aime pas tellement aller à l'extérieur. Nous autres, ce midi, dès midi, effectivement, on va parler aujourd'hui, entre autres, du docteur Amir Kadir. Ben oui, il a sauté toute une, sauté une coche. Qui est porte-parole de Québec solidaire, qui aspire éventuellement à devenir premier ministre du Québec. Le complot. Il affirme de son côté qu'il n'écarte pas complètement le complot des Américains pour expliquer les attentats du 11 septembre 2001. Alors, on vous pose la question ce midi. Est-ce que les Américains ont pu orchestrer un tel attentat? Croyez-vous que les Américains soient à l'origine de cet attentat du 11 septembre? Écoute, Dave, admettons qu'Amir Kadir est co-premier ministre, parce que c'est une co-gestion. Oui, effectivement. Il est co-premier ministre, puis il fait une déclaration de même. C'est comme nous, ça, Stéphane. Oui, on a fait une co-gestion. Imaginez-vous les amis qu'on va se faire à l'autre bord de la frontière. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Puis de toute façon, les théories de Messan ont été complètement, de Thierry Messan, dont il s'inspire, ont été complètement... Mais il y a un complot partout, c'est la nouvelle mode. Oui, mais en 2000, on peut croire à n'importe quoi, mais ça, j'espère que non. Je souhaite que les Américains n'ont pas fait ça. Ben là, ça serait le bout du bout. Alors, on vous pose la question, est-ce que vous y croyez à ce complot potentiel des Américains contre les tours du World Trade Center? Ben merci, à midi. Salut, à midi. Et la tour, et même à Ottawa, là, dernièrement, on peut se demander ça aussi, tant qu'à faire. Ah oui, c'est un complot organisé par Stephen Harper. Pour se rapprocher de Bush. Tu sais, tant qu'à faire, on peut... Il n'y a pas de limite. Alors, c'est l'heure de la pause et on se revoit, mes chers amis, pour la conclusion de cette magnifique émission. Mon Dieu, que ça va vite. Oui. Alors, doit-on consacrer des fonds publics pour préserver nos lieux de culte alors que les gens meurent sur les listes d'attente en traitement dans nos hôpitaux? Quelle belle question. Alors, on s'adresse à Huguette. Huguette d'Anjou. Bonjour, Huguette. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos églises vides? Moi, j'aurais une petite solution. Oui? Pour attirer comme les jeunes qui traînent dans les rues. J'ai 65 ans. On a déjà eu des messes à gogo. Arrêtez pas avec des danseuses? Non, la musique gogo qu'on appelle, là, les jeunes, ils jouaient beaucoup de guitare et puis c'était des messes rythmées. J'ai une idée, moi je pourrais compléter votre idée. Pourquoi on n'invite pas Jérémy à faire une tournée des églises vides? C'est déjà fait, mon chéri, je pense. Oui, et puis moi je pensais, tous ces jeunes-là qui traînent, là, et puis on avait eu ça, nous autres, un vieux curé, ils les avaient sortis de l'église. Oui? Et puis moi je trouve que les messes sont ennuyantes avec ces curés-là qui nous pleurent dans le visage. Huguette, mon père, là, quand j'étais petit, on m'amenait à l'église, puis on allait toujours à la grand-messe d'11h à Saint-Rémy, puis il me disait, bon, Stéphane, là, vite, on se prépare, on s'en va au film. C'était toujours le même film, d'un dimanche à l'autre, toujours les mêmes réponses, le même rituel, puis moi, je connais... C'est toutes des paroles qui nous faisaient peur, puis... moi... Savez-vous quoi, Huguette? Le seul bout que j'aimais, moi, quand j'avais 7-8 ans à peu près, c'est la partie « Saint, 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 le Seigneur ». Moi, je m'imaginais toutes sortes d'affaires. Oui, vous êtes bon dans l'imagination. Oui, vous êtes très bon. Je vous écoute à tous les jours. Vous avez un point, Huguette. Oui. Et puis, c'est ça que... parce que, dans le fond, l'Église, c'est un point de repère, hein? Oui. Puis si les églises servaient justement... Avec le clocher, ça fait ça. Justement, c'est des lieux publics, on ouvre ça, puis les gens les plus démunis de la société pourraient trouver une place là. Oui. Je trouve que ça serait logique, ça serait cohérent, ça serait pas hypocrite. Il y aurait une raison. Oui. C'est une bonne idée. On va suggérer ça à nos élus. Comme Grégory Charles, là, qui pourrait faire des messes... jazzées. Comme les funérailles de Marie-Soleil Touga.
Qu'est-ce que tu racontes? Les funérailles de Marie-Soleil Touga, c'est Grégory Charles qui était sur le piano sur le stage dans l'église à Boucherville. Oui, puis ça a été quelque chose de très beau. Oui, puis c'est, tu sais, le bon Dieu, il a pas demandé d'aller à l'église puis se mettre à quatre pattes, là. Il a demandé, c'est de la joie. C'est les hommes qui ont inventé ça. C'est ça, c'est supposé être de la joie, l'église. C'est pas d'entendre pleurer le curé qui a à peu près 90 ans, là, tu sais. Qui se plaît toujours qu'il n'y a pas d'argent. Qu'il n'y a pas d'argent, puis nous fait peur avec le diable puis le bon Dieu, puis... T'sais, non, moi, je serais pour ça que ça attirerait nos jeunes puis ils traîneraient moins dans les rues parce que ça leur donnerait un but. C'est ça. Après les danses à 10, on pourrait avoir les messes à 10. Merci, Huguette. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Janine de Laval. Janine de Laval des Rapides. Bonjour, Janine. Bonjour. Moi, je dis que le gouvernement devait prendre toutes les églises en main. Philippe. Toute la gang. Puis après ça, au lieu d'envoyer de l'argent dans Haïti, dans ces pays-là, les pays pauvres. Écoute bien, là, s'il nous arrive quelque chose au Canada, qui va nous aider? C'est vrai, vous avez raison. Qui va nous aider? Ouais. Qui va nous aider, Geneviève? Ouais. Mais la situation du Canada se compare pas à celle d'Haïti. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Oui, c'est encore drôle. Qui va nous aider si ça arrive? On fait partie des pays riches de la planète et Haïti fait partie du tiers-monde. C'est ça qu'on dit qu'on est riche, mais on n'est pas si riche. On n'est même pas capable de soigner nos gens. On n'est pas si riche que ça, mais on peut pas se comparer à Haïti quand même. Non, mais ça fait rien. Il faut y penser, ça. Si on tomberait aujourd'hui puis demain ici, là, hein? On tomberait de haut, pas à peu près. On tomberait de haut. T'imagines tomber d'un clocher d'église, comment ça fait mal? J'aime bien votre émission. Ça fait longtemps que j'essaie de vous appeler. C'est fait. Alors, je vous remercie. Merci. C'est mon opinion. Alors, c'était Janine de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a le temps pour un autre appel? On nous dit que non, c'est déjà la conclusion dans 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rase tout ça? Non, on rase pas ça. On essaie d'en donner le plus possible au privé. Oui. Hein? Afin d'éviter les coûts. Puis, on s'arrange pour que le gouvernement en ait le moins possible à payer, mais qui conserve une supervision sur le côté esthétique de l'affaire. Bon, et je vous donne l'absolution inconditionnelle. Il nominate Patrick Philippe Sanctus. Et moi, faible femme, je me sens bénie par toi. Soyez soumise. Je trouve étonnant ce qu'on lit dans le journal ce matin, c'est que là, on a les bons musulmans, et je suis très contente que les bons musulmans se présentent et parlent sur la place publique. On les a entendus dernièrement, là. C'est juste là qu'on les a entendus. Ça fait des mois qu'on leur réclame. Partout dans le monde, qu'on dit que les bons musulmans se lèvent, se manifestent et disent que ça n'a pas de bon sens. Et là, ils se lèvent tout d'un coup. Et là, ils sont encore des victimes, là. C'est épouvantable. Là, ils vont être ostracisés. Non, mais t'es d'accord avec moi, Geneviève? La mosquée fréquentée par ces gens-là, les présumés terroristes. La mosquée a été vandalisée en fin de semaine dernière. Les vitres ont volé en éclats. Les gens sont intolérants. Les gens voient un terroriste parce que le gars a une barbe. Ben oui, mais là, exagère pas. Moi, j'en ai contre la mentalité de victime. C'est-à-dire que ces gens-là se posent toujours en victime. Tu penses pas que dans l'histoire, ils ont été victimes à quelque part? Ben, ça, c'est de l'Occident? Mais oui. De Bush, des chrétiens. Oui, mais on peut tout retourner. On peut retourner jusqu'à Mathusalem, là. On va se trouver des raisons d'être des victimes, plus victimes, moins victimes. Je trouve que c'est pas pertinent dans le débat actuel. Et même, j'ai entendu des femmes qui disent, on se fait des femmes voilées. Évidemment, je sais pas si tu les as vues quand ils ont comparu, là, toute la gang. Avec leurs lunettes Calvin Klein, mais le voile d'en face. Mais les femmes en arrière, complètement voilées. Et moi, je trouve que dans nos sociétés, en tant que femme et en tant que féministe, je trouve que c'est cette espèce de pseudo-consensus mou à la tolérance pour pas avoir l'air pas fin, là. Les femmes voilées, je pense qu'il y a une question à se poser dans nos sociétés laïques. Est-ce qu'on doit accepter des signes d'appartenance religieuse comme ça sur la place publique? Et moi, je dis non. Dans les endroits publics, la loi sur la laïcité, comme en France. Pas de voile dans les écoles, c'est terminé. Et pas de voile à la caisse des supermarchés non plus. Moi, ça me heurte. À chaque fois que je vois ça, une caissière avec un voile? Ben, il y en a plusieurs dans beaucoup de centres. Moi, ça me heurte comme femme de voir ça. Oui. Juste à y arracher. Ben oui. Et on a peur parce qu'on a peur d'avoir l'air d'être à droite, on a peur d'avoir l'air d'être pas correct. Mais c'est une insulte aux droits de la femme, c'est une insulte à la liberté des femmes de voir toutes ces femmes voilées là. Moi, je m'excuse, c'est comme ça que je le prends. Et je pense pas être particulièrement intolérante et je pense pas que tous les barbus sont des terroristes, ni que tous les musulmans sont des terroristes. Je pense pas ça du tout. Voilà. Moi, il y a une recherchiste à la radio ce matin, je n'aimerais pas son nom pour pas lui faire du trouble, mais elle dit, je me promenais dans une boutique. Il y avait une femme voilée complètement, mais elle était à la boutique La Vie en Rose. Ben oui. Quoi le rapport? Mais elle a le droit d'aller à la boutique La Vie en Rose, premièrement. Et deuxièmement, savais-tu que les musulmans
souvent, sont très précautionneux. Les hommes musulmans veulent que leurs femmes portent... Les femmes musulmanes ont souvent de très, très jolis sous-vêtements. Elles ont des épilations qui te jetteraient par terre. On n'a pas besoin de cerclage? Non, pas du tout. C'est des femmes... Les hommes aiment bien les femmes assez nubiles et assez pourvues de sous-vêtements friolants. Alors, il y a une hypocrisie là-dedans aussi. Là, mais ça... nubile, c'est proche de la jeunesse. Oui, c'est ce que je te dis. Essaie de dire ça en termes choisis pour pas te dire des cochonneries. Là. OK. Alors, bon, on en a assez parlé, puis à un moment donné, plus tard cette semaine ou la semaine prochaine, moi, je vais amener un débat très controversé. Est-ce que les malades mentaux ont le droit de se reproduire? Et moi, ma position, c'est non. Alors, Paul Rivard et les lesbiennes. Hein, je sais que vous salivez dans votre salon. Qu'est-ce que ça peut bien vous dire? Il y a juste toi qui salive. Paul Rivard et les lesbiennes. Hein? Ben, qui est Paul Rivard? C'est le juge. Ah, je pensais que c'était notre Paul Rivard de TQS. Franchement, avance, vas-y. Oui, Paul Rivard, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario, a rendu un jugement très important qui va avoir un effet à l'ensemble du pays. Je vais vous résumer ça en 2 temps, 3 mouvements. 2 femmes désirent avoir un enfant. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça prend du sperme. Donc, on a fait appel à une banque de sperme, un donateur anonyme, et la femme est tombée enceinte. L'enfant est venu au monde. Bonjour, avez-vous survécu à la journée satanique d'hier, ma belle Geneviève? Oh, tout le monde a survécu. Oui. Mais t'as vu, hein, CNN a fait des reportages là-dessus, on était pas mal dans le mille. Oui. Ben oui, il y avait toute une grande série de reportages à Anderson Cooper qui était remplacé par un collègue, le beau Anderson Cooper. Oui, tu sais que Benoît Dutrisac prétend devenir le futur Anderson Cooper de TQS à 10h dès septembre prochain. Vous aurez l'occasion de voir ça. On va voir si Benoît va s'en aller dans le vent ou si le parapluie va partir dans la pluie. Mais est-ce que tu connais l'histoire d'Anderson Cooper? Non. Qu'il est l'héritier de Gloria Vanderbilt, qui est une riche américaine. Il est albinos, lui? Non, c'est un homme formidable. Écoute, lui, il aurait pu ne pas travailler de sa vie. C'est un millionnaire de famille, de l'argent de famille. Un peu fendant, par exemple. Non, pas fendant. C'est un gars qui s'est battu, malgré toute la richesse de sa famille, pour être reporter. Et je trouve que sa façon assez human de faire... Moi, je suis une fan d'Anderson et nous sommes plusieurs femmes. Des fans d'Anderson. Son regard bleu magnifique, sa tête, sa façon de parler, il est magnifique. Puis moi? Oh, toi, tu sais, t'as une liste là, de fans. Moi, chaque matin. Des bijoux cachés. J'espère que tu vas garder caché. Hein? Bon. Bon, alors, sur ces mots d'une féministe enragée, on va commencer notre revue de presse. Elle veut maintenant me donner un camouflet ce matin concernant Huntington. Encore une plainte au conseil de presse. Bon, tu vas pas remettre en doute la crédibilité de Michel Auger, là, quand même, Stéphane? En tout cas, il devrait revoir son cours de géographie, M. Auger. Ça swing à Huntington, M. le maire, dans les centres de désintox. Écoute, c'est assez fascinant. Tu sais, le gros complot là, de la semaine dernière, là, où ils ont pris la gang de l'Ouest avec la chiche, ça originait d'un centre de traitement pour droguer, en fait, pour traiter les drogués qui recevaient des riches Américains. Ça, vraiment, pour moi, c'est la nature humaine à son meilleur, c'est-à-dire à son pire. La bonne femme qui était à la tête de ce centre-là est supposée de soigner des personnes qui ont des problèmes de drogue et d'alcool. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de s'enrichir davantage en allant s'acoquiner avec son beau-frère, je sais pas qui, des gens de sa famille. Mais elle dirige une fondation. Elle dirige une fondation, puis elle est prise dans une affaire de drogue. Faut-tu être avide et au sens le plus bas de l'être humain? Mais c'est comme ça partout dans la société. Les deux mains dans l'assiette au beurre. On a de l'argent pour soigner les drogués, puis en même temps, on fait de l'argent en organisant des magouilles de drogue. Ça me sidère. Et c'est à Huntington, dans votre beau village. Attention, c'est ce que je veux préciser. Mesdames et messieurs, Michel Auger pourrait refaire son cours de géographie. Ce n'est pas Huntington, c'est dans le canton de Godmanchester, à environ 1 kilomètre à la sortie de la ville. Voilà, 1 kilomètre à la sortie de la ville, mais c'est dans la ville de Huntington. Non, c'est pas dans la ville. La ville d'Huntington, c'est 2 km², mais les cantons environnants, c'est pas Huntington, bien que tout le monde se réclame d'Huntington depuis que je suis le maire. Mais bien sûr, et on les comprend. Oui, mais le maire de Godmanchester, c'est Pierre Poirier, ce n'est pas moi. Godmanchester, ça s'appelle en plus. Oui, God, ça t'excite, God, le mot God? Je pense à Dieu, moi, voyons. Bon, alors, appel à la tolérance, on voit ça dans tous les journaux ce matin suite aux attentats terroristes ratés. Mais y a-tu un imbécile sur la planète pour croire que ce gang-là de pouilleux-là qu'on a arrêté à Toronto aurait pu faire sauter le Parlement, CBC, aller trancher la tête du premier ministre avec un sabre à la Chambre des communes? Moi, je pense que... C'est des fantasmes. Oui, puis je pense aussi que dans la mentalité de ces gens-là, dire qu'ils vont te trancher la tête, c'est comme nous autres dire on va te mettre une claque à la gueule. Oui. C'est à peu près le même degré de réalité. Sauf que ce que Mais la mère biologique est mariée avec une autre femme.
Et cette conjointe-là se dit, mais je veux être aussi sur le certificat de naissance. Donc, on arrive au registrariat de l'Ontario, 2 mères, le gouvernement dit, ça se peut pas. On s'en va en cours, le juge dit, c'est de la discrimination. Un enfant a le droit d'avoir 2 mères. Pourquoi? Parce que la mère biologique est atteinte du cancer et la conjointe de la mère biologique veut quand même préserver ses droits. Qu'est-ce qui n'est pas correct là-dedans? Ben moi, j'ai un problème, parce que tu peux pas, le droit ne peut pas se substituer à un état de fait naturel. Moi, j'aurais suggéré à la place du juge, ben madame, adoptez l'enfant. Et là, vous deviendrez mère au même titre que l'autre. Mais tu peux pas avoir 2 mères qui donnent naissance à un enfant. Ça mais se peut à partir du moment où on accepte le mariage gay, où on se dit que c'est correct, où c'est légalisé, ça ouvre la porte à des choses comme ça. Et ça, c'est tout de suite logique. Le droit ne peut pas changer la nature. Tu comprends? Adoptons, ça, c'est correct. L'adoption gay, là, c'est que les deux l'adoptent et ils deviennent le père en double. Mais en même temps, la notion de maternité et de paternité, qu'est-ce que c'est? C'est un grand débat philosophique. Mais tu sais que la mère, elle a un avantage sur l'homme. Quoi? Parce qu'elle est certaine d'être la mère. Bon. N'est-ce pas? C'est tout à fait pertinent. C'est vrai. Alors, Chuck Guité, et mieux vaut 2 mères aimantes qu'une mère et un père foqué ou un père foqué. Oui, on sait ce que ça donne. Alors, Chuck Guité, qu'est-ce que tu as à dire? Ben, Chuck Guité, en fait, c'est Chucky et ses amis. Oui. On lit partout dans les journaux l'image de Chuck Guité, the poor lonesome cowboy, qui est toujours tout seul, cet homme-là, en cours, avec son chapeau de cowboy, puis on sent une rigidité, puis une dureté, puis une forme de dignité, entre guillemets, entre gros guillemets, et les jurés ont été... C'est John Wayne du Parti libéral. Et les jurés ont été sous le charme, parce qu'il y en a qui ont éclaté...